se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la pédale et le braquet. Hey, David Maltais. Bonjour. Cette semaine, on n'a pas... JP nous a laissé tomber pour aller courir dans le sud, au Martinique. Là, il essaie de ses fameux rêves de devenir un triathlète presque professionnel. Toi, tu sais c'est quoi d'essayer d'être un triathlète presque professionnel? Oui. J'étais plus dans le presque que dans le professionnel, là, mais oui. J'ai donné. Très content d'être avec toi. Très content d'être avec toi pour parler de Milan-San Remo aujourd'hui. Pour ceux qui le savent pas, Duff, c'est lui qui m'a tout appris dans le vélo lors de mes jeunes années, mes débuts au Saguenay. Lui a tout appris de son frère, bien évidemment. Issu d'une famille de cyclistes, c'est ça. D'une grande famille de cyclistes. David. Pour l'anecdote, c'est parce que toi tu me disais, hey, tu sais tout parce que ton frère pis tes parents ils sont dans le vélo, puis je suis comme, ben non. Ils sont ils viennent tous aux courses à cause de moi. C'est un peu comme le Louis Bertrand. Après Louis Bertrand, c'est pas mal David, un des plus grandes encyclopédies, quelques générations de moins de Louis qui connaît dans le vélo. Fait que je pense qu'on devrait être capable d'avoir une belle analyse aujourd'hui du premier monument, la Primavera. C'était une sacrée course quand même. Ouais, on a été gâtés pour notre première fois sur ce podcast-là. Je te dirais, tu sais, Milan-San Remo, on va en parler, on va présenter la course, tout ça, mais souvent, moi, de mon souvenir que j'ai, c'est souvent une course que tu te dis, voyons, il y a des gars qui attaquent vraiment fort, puis là, ça finit par, après 500 mètres, ils finissent par attendre, puis on part, puis ils savent que ça finit toujours par revenir, puis que finalement, ça peut décousu, puis tu te retrouves qu'il y a un vainqueur surprise parfois. Ben là, aujourd'hui, c'était pas ça. Pas en tout. C'est complètement l'inverse, finalement. Tu sais, Milan-San Remo, c'est le monument. En tant que coureur, c'était le monument le plus facile à finir, mais le plus difficile à gagner. Puis ça, c'est un peu, ça paraît bizarre un peu pour les gens, comment c'est le plus facile à finir, mais le plus dur à gagner, parce que la course, elle a toujours été tellement imprévisible. C'est pas la course avec le plus de dénivelé. C'est pas la course la plus technique. Des fois, il fait vraiment pas beau, mais de manière générale, c'est pas la course la plus avec les plus grandes intempéries, sauf une année, je me souviens, on avait été arrêté avec de la neige à mi-chemin, reparti 50 km plus loin. La neige, je sais pas si vous souvenez des photos, je pense en 2014, le givre sur les casques de tout le monde. Mais j'ai beaucoup souffert parce qu'il n'y en a jamais pas la télédiffusion à ce moment-là. Ouais, donc pour moi, c'était terrible dans mon salon. Ben ouais, c'est ça. C'est quand même au mois de mars, là, puis ça va être sur le bord de la Méditerranée. Ça peut varier, mais aujourd'hui c'était très beau. Mais même au départ, il y avait de la pluie, puis ça a failli départ, pas. on a vu les coureurs habillés quand j'ai allumé la télé ce matin, puis je voyais les premières photos des départs. Souvent, les longues courses, une course de 6h30, 6 à 7h, dépendamment des vents. Aujourd'hui, il y avait vent d'eau. Mais le départ, il pleuvait, il faisait super froid, il y avait le gros brouillard partout dans les champs, juste mettez-vous dans la tête, quand tu pars, déjà tu sais que tu pars pour sur de quoi qui va être vraiment long, qui est vraiment difficile. Puis là, il est 8h du matin, t'arrives au départ, là tu vois la pluie, il faut que tu t'habilles, que t'ailles signer. Là, tous les coureurs se regardent, donc tu mets quoi dans ton rain jacket, qu'est-ce que tu mets? Tout le monde, c'est comme un peu, là tu vas signer, tu prends un peu le pouls de comment il fait dehors. Là, tu reviens, t'es comme, OK, non, j'ai eu trop froid, faut que je m'habille plus. Surtout que là, il y a comme un 4 heures, 5 heures avant le money time. Ouais. C'est comme, tu veux pas prendre froid, tu veux pas gaspiller d'énergie, c'est juste le s'habiller. Puis on a vu justement Pogacar au départ, qui était habillé, il avait mis des cuissards longs par-dessus son cuissard. Il était habillé comme une sortie d'entraînement là, au maximum. Ouais, avec son kit d'entraînement, son kit noir avec les bandes de champion du monde. Ouais, c'est ça. C'était quand même. Mais heureusement, ça s'est tout estompé. Puis, mais ouais, on a vraiment eu des belles images. C'est pour les gens qui écoutent ça puis qui ont pas qui écoutent ça en faisant ce qu'ils font, là, un podcast, puis qui voudraient aller voir les highlights, ça vaut quand même la peine aussi visuellement au-delà de la course là, on va parler dans une seconde. C'est quand même une belle, sur le bord de l'eau avec les tunnels, tout ça, puis
les montées sont assez cool aussi. De Milan tout le long dans les copeaux, c'est magnifique, il y a des prises de vue, là. Je sais pas sur certains qui ont déjà roulé par là, c'est tout le temps du beau petit monde descend, tu passes à travers plein de petits villages, tu montes pas des grands sommets, mais t'as toujours un peu en légère hauteur par rapport à la mer, pis c'est juste magnifique. C'est ce qui fait aussi que c'est pas trop difficile. Ah, je te laisse, vas-y. Non, mais avant qu'on se mette à en parler, je pense, je me suis fait dire récemment, là, il y a eu plein de courses, puis c'était un peu le chaos dans mes explications, parce qu'il y avait plein de courses en même temps, puis j'essayais de faire le wrap-up de tout. Mais là, je pense que ça serait important pour les gens qui nous écoutent, que c'est pas des aguerris comme toi et moi, expliquer c'est quoi Milan-San Remo, pourquoi on appelle ça un monument, pourquoi c'est un gros rendez-vous, pourquoi on appelle ça, pourquoi cette course-là est plus importante qu'un autre. La plupart des gens connaissent juste le Tour de France comme course importante, mais dans le calendrier, il y a plein de rendez-vous comme ça, ben pas plein, mais quelques-uns, qui sont différents, qui ont un poids. Puis je pense que t'es bon pour nous parler un peu de l'histoire déjà, d'où ça vient cette course-là. Puis, pourquoi on fait une émission sur celle-là, puis que dans d'autres émissions, on parle de 4-5 courses. Oui, c'est ça. C'est un monument, c'est ça. Quand on a commencé à suivre le vélo, c'est pareil, on comprenait pas toutes ces affaires-là, puis il n'y avait pas de télé non plus pour nous l'expliquer, mais les monuments du cyclisme, c'est des courses évidemment qui ont beaucoup d'histoire, qui sont assez anciennes, mais pas juste ça, parce qu'il faut qu'il y ait une certaine pertinence aussi qui est demeurée comme qui la légende se soit écrite au fil des années, puis que les meilleurs coureurs seulement s'imposaient quasiment. Puis Milan-San Remo fait partie de cette catégorie-là avec les autres monuments donc qui vont suivre dans les prochaines semaines. Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, puis à la fin de l'année, le Tour de Lombardie, qui est comme un des plus difficiles aussi, mais qui est comme complètement à l'automne. Puis bon, il y a les championnats du monde qui n'est pas un monument, mais qui est un peu le même genre de course. Et puis Milan-San Remo, parmi tous ces monuments-là, c'est vraiment la seule qui est plus réservée, on disait autrefois aux sprinteurs, mais c'est aux coureurs, disons, plus classiques, aux rouleurs sur l'asphalte. Puis ça date de 1907 que ça a commencé. Puis là, j'ai trouvé une anecdote intéressante aujourd'hui. Ah ouais, c'est qu'au début, c'était une course à pied. Donc, la mode des courses à pied longue distance, ça date pas d'hier quand même. Donc, c'était une course... Imaginez-vous au début du siècle, en 1907, faire une course, ça doit être le fun. Une course longue distance de Milan-San Remo. Sur 2 jours. Fait que c'est pas 2 semaines non plus. Ça n'a pas du tout marché comme événement. Puis rapidement, ils se sont tournés vers une formule vélo. Puis ça s'est quand même imposé comme une course vraiment renommée de sa distance. Parce qu'il y en avait d'autres des longues comme ça quand même, là, mais avec le temps, les meilleurs coureurs se sont mis à gagner ça. Puis il y avait beaucoup de Belges, de Français qui gagnaient. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas les petites montées dont on va parler plus tard. La Cipressa, le Poggio qui sont à la fin du parcours, donc dans les 30 derniers kilomètres. C'est vraiment là que l'action se déroule depuis les 50 dernières années. Donc, dans les années 50, ils ont ajouté ces montées-là, proche de l'arrivée, justement pour un peu favoriser les grimpeurs italiens, là, donc qui pouvaient un petit peu se démarquer. Ouais, exactement. Fait que là, c'est ça, puncher, c'est un mot intéressant parce que, c'est quoi un puncher par rapport à un sprinter? Un sprinter va être fort sur le plat, va avoir une bonne vitesse de pointe pour aller gagner à la fin. Le puncher aussi, mais un petit peu moins. Par contre, quand ça monte, quand même, pas des cols, mais des montées souvent courtes, relativement pentues, lui, il va être capable de peut-être se démarquer des sprinters qui sont un peu plus lourds. Va les laisser derrière, puis c'est ce qu'on voit souvent à Milan-San Remo, la dynamique, la lutte entre les punchers et les sprinters. Hey, de plus en plus, parce que tu regardes avant 2012, c'était des purs sprinters, à part de temps en temps un Cancellara qui faisait le kilomètre. C'était des sprinters qui étaient, on a vu beaucoup d'Eric Zabel qui a un des records, que je pense qu'il en a gagné 5 ou 6. Merckx en a gagné 7. Après, c'est une autre génération, là. Aujourd'hui, le vainqueur, ça faisait 17 ans qu'il n'y avait pas eu le même vainqueur. Le même vainqueur. Le dernier, c'était Oscar Freire qui l'avait gagné 3 fois. Puis depuis, maintenant, justement, les punchers, les équipes de punchers qui ont des coureurs qui vont vite, ont essayé de rendre des côtes de plus en plus difficiles pour faire complètement exploser les sprinters.
Mais maintenant, j'ai comme l'impression aussi, tous les organisateurs de partout dans la saison essaient de rendre les parcours les plus difficiles parce que le public veut plus voir des étapes avec un échappé fleuve, que le peloton roule pas de 200 km que ça finisse au sprint. Il n'y a plus personne qui veut voir ça. C'est que maintenant, même dans les grands tours, dans les courses par étapes, les courses sont rendues extrêmement difficiles. Il n'y a plus la place dans le peloton pour des Marcel Kittel, pour des Eric Zabel du temps, des gars qui étaient des Mario Cipollini, des Mario Cipollini, des gars qui étaient très forts, qui étaient capables de contrôler le peloton et de dire aujourd'hui on roulera pas vite puis ça va être un sprint. Maintenant, ça n'existe plus. Regarde, mettons, les purs sprinteurs, un Jonathan Milan, je sais pas si tu as écouté les courses de début de saison à Algarve, qui a suivi au sommet d'une bosse, il restait 30 coureurs, puis il a suivi Buitrago qui fait 50 kilos. Tu sais, maintenant, les purs sprinteurs, c'est rendu des machines. Puis aujourd'hui, on a eu un spectacle incroyable grâce à ça. C'est fou raide, mais justement, tu sais, on est habitué un peu, tu l'as dit, c'est rare que la même personne gagne 2 fois, puis c'est aussi rare qu'on part de loin parce que finalement, ça finit toujours par revenir parce que les équipes de sprinteurs ou les équipes plus offensives vont essayer de contrôler, vont essayer de se placer. Fait que c'est dur de partir et de pas se faire reprendre. Mais bon, avec Tadej Pogačar, l'homme à tout faire, on pouvait s'attendre à quelque chose de différent. Puis tu sais, typiquement, Pogačar, en tout cas depuis 1 an ou 2, quand il dit qu'il va attaquer à telle place, il finit toujours par le faire. Puis encore aujourd'hui, il le fait en clandant à Cipressa à peu près 28 km de la ligne. Il était pas si bien placé que ça. Je sais pas si tu as vu ça. Mais si on recule encore un peu, tu sais, ça doit être incroyable quand t'es toutes les autres équipes, tu sais, t'as le coureur, le meilleur coureur au monde. Il dit, tout le monde savait, là, hier dans le bus, là, mettons, pour remettre en contexte encore, il n'y a jamais personne qui attaque dans le Cipressa. La Cipressa, le sommet est à 27 km de l'arrivée. Après ça, il y a un 10 km de plat encore sur le bord de la côte. Puis après ça, on monte le Poggio, qui est une petite côte de approximativement 5 minutes avec plein de lacets. C'est pas une côte qui est extrêmement dure. Demain matin, vous allez la monter, vous allez dire, mon Dieu, rien là. Mais faites-la après 300 km, c'est une autre histoire. Avec les derniers, ça avait à 45, aujourd'hui 45,4 de moyenne. Un moment donné, surtout, tu es sur le plat, puis là, d'un coup, il faut que tu fasses un effort max en montée. Le corps réagit pas pareil, c'est difficile. Des fois, tu arrives, les jambes te lâchent, souvent, les coureurs, on dirait que c'est facile, puis là, whoops, ça l'accélère, tu es juste incapable d'accélérer. Mais là, de produire des efforts comme ils font. Puis là, les dernières années, Pogačar, il a essayé d'attaquer dans le Poggio, comme à chaque année, comme tout le monde a toujours fait, attaquer d'un peu plus tôt. Tu prends 7 à 10 secondes au sommet du Poggio, tu es capable de te rendre. Parce que c'est une descente ultra technique, puis après, il reste 2 km. Exact. Mais là, à chaque fois, ça marche pas. La côte est pas assez dure pour lâcher les Van Der Poel, les Wout van Aert, puis tous les sprinteurs l'an dernier, même Philipsen, qui a gagné, qui s'est rendu à la ligne. Donc, là, tout le monde savait... Je vais partir de plus loin cette année. Parce que le Poggio, la Cipressa, c'est 9 minutes. Fait que là, pour ceux qui sont un peu plus geeks, là, 5 minutes d'effort versus 9 minutes, on tombe dans une autre filière énergétique, puis c'est quand même un autre ballgame, là. Ça fait que tout le monde savait qu'elle allait attaquer. Toute la journée, ils n'ont rien assumé. Moi, j'étais quand même surpris parce que après Van Der Poel, lui puis Van Der Poel, pour moi, c'était les deux seuls 5 étoiles aujourd'hui au départ. Après ça, t'avais Ghana. Moi, je voyais Peterson gagner aujourd'hui avec le Paris-Nice qu'il avait fait. Incroyable, là. Il a gagné une étape, il a été au sommet dans plein de cols. Mais aujourd'hui, il y a un seul coureur qui a contrôlé 8 gars en échappé. Sylvain Dillier, il a roulé toute la journée, toute seule, contre 8 km, hein? 220 à tête environ. Environ. Moi, j'ai ouvert la TV à 180 km de l'arrivée. Il disait que ça faisait très longtemps qu'il était devant, puis il a tenu jusqu'à, je pense, 60. Ouais, c'est ridicule. Toute seule, avec l'équipe Trek dans sa roue, qui n'ont pas passé un seul relais. Il y avait une question pour toi là-dessus, toi qui as vécu dans le peloton. Parce que, tu sais, je veux dire, j'ai déjà vu ça dans mes petites courses provinciales.
tu tires, puis les autres veulent pas tirer, bon, c'est tel quel, mais là, tu sais, dans un contexte comme ça, que le gars, ça fait 4-5 heures qu'il est devant, puis là, c'est ça, il a demandé à un moment donné au gars de Trek qui était aligné derrière lui de passer, puis ils ont fait genre, oh non, mais un peu pas, désolé, c'est un peu d'un air, je sais pas, genre, ma mère veut pas, tu sais, mais, ouais, mais c'est un peu ça. Ouais, c'est ça, mais il a continué à rouler, tu sais, je veux dire, à quel point personne d'autre peut rouler, que lui, il reste, tu sais, il reste pas plus à un moment donné se tasser, puis, Ben, je veux dire, qu'est-ce qui peut arriver de si pire que ça, là? l'affaire, c'est comme Mathieu Van Der Poel étant le Sylvain Dillier, c'est un équipier de Mathieu Van Der Poel, étant le favori attendu, il a le poids sur les épaules. En plus, ils ont le deuxième favori. Ils ont pas, c'était pas le deuxième favori, mais ils ont le vainqueur défendant qui est là. Ils ont une équipe super forte. Dès le début, ils ont montré qu'ils assumaient. Fait que là, dès le début, ils ont montré qu'ils allaient rouler. Souvent, moi, je trouve ça surprenant quand t'as d'autres favoris. D'habitude, il y a une entente, il y a une cohésion. Tu sais, justement, je pense. Pour moi, Matt Peterson, il était sa même ligue. C'est ça que je veux dire. Mais d'habitude, là, t'as le travail, t'as les DS ou les leaders. Tu sais, aurais pu avoir un Matt Peterson qui va voir Pogacar, Van Der Poel qui va les voir les deux, qui est comme, hey les gars, vous êtes autant capable de gagner que moi aujourd'hui. Si vous roulez pas, moi j'arrête mes gars de rouler. Des fois, on peut voir ça, puis là, eux, ils envoient l'info aux DS, les DS se parlent entre eux, puis là, c'est un peu de voir est-ce que c'est qui met ses couilles sur la table. Là, clairement, il n'y en a pas un qui les a mis, puis je pense Van Der Poel avait une confiance énorme. Il a dit, garde, roule jusqu'à ce que tu sois plus capable. Tu sais, moi, j'ai déjà été dans la situation de Sylvain Dillier. Ben non, il a déjà fait deuxième de Paris-Roubaix. Mais, ouais, je pense, quand t'es dans cette situation-là, lui, Dillier, il a dit de faire ça, il a fait ça, puis that's it, là, c'est... Il doit être magané ce soir, mais moi, j'ai trouvé ça assez particulier, là, de Trek qui avait une équipe vraiment solide. Puis après, peut-être que Peterson, il a dit, hey, dans le fond, je suis pas bien, je le sens pas, mais sur des courses comme ça, tu peux comme pas te fier à tes feelings de début de course. Justement, Van Der Poel, en entrevue, il a dit, je me sentais vraiment mal au début dans la pluie, puis plus ça a été vite, plus on a l'arrivée de la fin, plus on a pris les premières bas, je me sentais vraiment fort. Fait que, tu sais, ça me surprendrait qu'un gars comme Peterson ait dit, je me sens pas bien à 250 kilos de la ligne, je roulerai pas. Ouais, même à ça, il y avait quand même Milan et Stuyven aussi, des bons coureurs qui auraient pu gagner. Mais c'est ça que j'ai trouvé spécial, parce que oui, Alpecin de Koenig était hyper favori, puis il y avait le sprinter et le puncher avec toutes les raisons de rouler, puis peut-être rouler pas mal plus que les autres, puis c'est ce qu'il faisait, mais là, maintenant, il était rendu à 80 km de la ligne, tu demandes un relais, tu l'as pas. J'ai trouvé ça, tu sais, j'en ai écouté des courses de bike, là, comme tu me dis, en me présentant, puis d'habitude, tu vois quand même amener les autres en barque, là. Bon, on l'a même vu se fâcher. Il s'est fait exploiter. Il y a eu un coureur, je pense que c'était Sobrero de Jayco Ayula qui était dans la roue de... Oui, ils l'ont laissé partir seul. Qui était dans la roue de Dillier, puis là, un moment donné, il a vu que toute son équipe n'était pas derrière, puis c'est juste écarté. Mais tu sais, quand t'es dans une ligne d'un peloton comme ça, puis tu décides de te tasser, tu fais signe au coureur derrière comme viens prendre ma roue pour pas créer une cassure inutile, surtout quand il n'y a pas de mauvaise entente à avoir. Il n'y a aucun intérêt pour personne de créer un trou. Fait que tu fais un signe, tu peux même donner la main ou quand tu t'écartes, tu lui donnes une poussée pour le mettre dans la roue du coureur de devant toi pour pas briser cette cohésion-là. Mais là, lui, il s'est écarté. Les coureurs de Trek l'ont regardé. Ils n'ont pas voulu prendre le relais. Là, ça s'est ralenti, puis là, Sylvain il a commencé à s'échapper devant, puis se revenir, puis il dit, il a fait signe du bras pour dire, ce que vous foutez de ma gueule? C'était gênant. 200 bornes que je crois, non, mais c'était vraiment moyen. J'étais surpris aussi de voir UAE qui roule pas, parce que ils ont l'habitude depuis toujours d'assumer. Là, ils se sont placés en avant-course à 15 km, les 20-25 derniers kilos avant la Cipressa, peut-être. On sont arrivés vers 50 km de la ligne. Oui, les petits capots, là, les petites montées qui est autour du 50e kilomètre de la fin, là, avant la fin. Ouais, puis là, c'était plus du positionnement. Tu vois, on se place, on veut être sûr d'être bien placé pour ces petites montées-là, le capot mêlé, capot Bertha, puis l'autre que j'oublie. Mais après ça, je pense rien dans ces côtes-là, généralement, puis c'est ce qui est arrivé. Ils pensent rien, mais ils font mal. Ils font mal, ces côtes-là. On réalise mal, surtout quand on regarde le peloton, justement, il a l'air de rien se passer. Toutes les équipes sont une à côté de l'autre, en train, placées. Mais à ce moment-là, il y a une tension de fou, ça roule, ça monte ces capots-là, là, c'est des bosses
Ça ressemble au Mont-Royal, là, pour les gens qui nous écoutent, là, peut-être un petit peu moins raide, là, que le début, là, mais sinon, c'est quand même des bosses, là. Ça roule à 45 km/h. Puis après ça, il y a des virages sinueux, puis les coureurs, ça roule extrêmement vite. Mais là, en plus, il y avait un vent de dos. Fait que c'est un peu le nightmare pour les sprinteurs, parce que quand t'es dans les roues, tu forces un peu plus. Puis on a vu Geraint Thomas, c'était juste pour voir comment c'est difficile. Geraint Thomas, il a protégé son équipe pendant moins de 10 km. C'est un coureur qui a gagné le Tour de France, qui a été sur des podiums de contre-la-montre, qui a gagné plusieurs contre-la-montre dans sa carrière. Après 10 km dans le vent, à protéger son équipe, c'était fini, là. À 40, il a fait de 60 à 50 km. Puis après ça, il était plus là. Ça montre à quel point c'est difficile. Les gars qui font la job dans les derniers kilos, ça l'épuise tout le monde. Puis on a vu UAE à l'approche de la Cipressa, ils ont brûlé 4 coureurs de leur équipe. Puis quand ils sont arrivés au pied, il y avait personne. Il y a Tim Wellens qui a viré en tête. Pogacar était 25 places derrière. Son leader était pas là. Son leader était pas là. Isaac Del Toro était pas là. Puis lui était avec Narvaez. C'est que là, tout son train, normalement, c'est sûr qu'il avait en tête de faire le train le plus rapide, un après l'autre. Je pense pas qu'il s'imaginait attaquer si tôt. Puis, mais là, vu qu'il a dû remonter pour aller chercher, pour aller retrouver Tim Wellens. Puis tout ça parce qu'ils n'ont pas été capables d'être bien groupés. Isaac Del Toro, il n'avait pas explosé, il était juste trop loin aussi parce qu'il n'a pas réussi l'approche. Et tu sais, t'as des coureurs avec une équipe favori comme ça qui sont même pas capables d'être à l'avant puis de réussir à gérer cette approche-là. C'est que c'est vraiment difficile. Après ça, ben là, ça roule vite, c'est sinueux. C'est, tu sais, puis Pogacar, on l'a vu remonter, il a remonté doucement, là, relativement. Ouais, il a bien géré son effort. C'est des cartouches quand même, c'est des demi-cartouches. Si pour lui, c'est des demi-cartouches. Il avait quand même la rencontre. Oui, des huitièmes de cartouches, mais tu sais, après ça, il attaque tout de suite après. Puis là, déjà, avant qu'il attaque, il y avait. Moi, c'est ça qui me choquait. Tu dis que les capots auparavant, ça use beaucoup les coureurs, puis on l'a vu, là, parce que c'était déjà presque 30 gars, plus ou moins étirés dans la montée de la Cipressa. On était dans un quart de la montée. C'est débile. D'habitude, c'est comme t'as 60 gars, puis c'est quand même assez large. Oui, ça roule vite, mais pas comme ça. Mais d'habitude, t'as un train pour un sprinter. Tu sais, t'as le train de John Degenkolb, t'as le train d'Arnaud Demare, t'as le train de Caleb Ewan, t'as un train de sprinter qui essaye d'être placé pour bloquer la route, pour gérer une montée pas trop difficile. Puis là, t'as un Tim Wellens qui fait le pied à 600 watts après 280 km. Ça fait que c'est comme... C'est pas pareil. C'est pas évident. Tim Wellens fait partie des 20 meilleurs puncheurs grimpeurs au monde. Ça fait qu'il y a pas beaucoup de monde qui peut suivre quand il décide d'aller au plus vite. Là. Ah non, je me rappelle l'anecdote au Grand Prix de Montréal 2015. C'est lui qui a gagné, puis il pleuvait toute la journée, puis moi je travaillais à l'attente de Garneau, là, comme exposant, puis on pouvait faire 2 tours dans l'auto de ton équipe, l'Europe-Car. Tout était à Vuelta, je pense. Puis 2016, je sais pas. Non, 2015, c'est ça. En 2016, c'est plus Europe-Car. Fait que là, j'ai embarqué, puis là, ils sont partis en échappée avec Bruckler, tout ça, puis l'enfer. Finalement, je pouvais plus débarquer à cause que notre auto était dans l'échappée. Une histoire de fou, puis Wellens, lui, quand ils sont revenus, quand ils se sont fait rattraper, il est parti, il a gagné. Ça, ce coureur-là va toujours rester dans ma mémoire à cause de cette course-là. C'est pour dire que... puis Wellens, c'est un dur de dur, c'est un gros rouleur aussi. Hein. Quand il pleut puis qu'il fait pas beau, là, tu sais que c'est un coureur qui va être dangereux. Là. Toutes ses grandes victoires sont dans la pluie à 5 degrés. T'as des coureurs qui thrive dans ce genre de température-là. Lui, en fait, il signe dans une équipe pour faire le travail pour le dieu Pogacar, finalement. Parce que moi, c'est là que je m'en vais. D'habitude, on parle d'une échappée royale dans le vélo quand les favoris sont tous là. Là, j'étais comme, mais ça, c'est pas royal, ça, c'est divin. Là, quand Pogacar puis Van Der Poel sont partis, puis avec Ghana, c'est les gars là, qui sont tellement forts là, depuis 1 an ou 2. Puis tu parlais de Ghana l'autre jour, là, qui fait des contre-la-montre tout seul plus vite qu'on a par équipe. C'est genre de... Puis là, il est pas capable de suivre. C'est complètement... C'est pas ça pour rire de lui, c'est débile. C'est fou. Les 3 favoris,
les 3 attendus, les 3 au top de leur forme, attaque du jamais vu, là, je pense. Les commentateurs, tout le monde, moi, ça fait, je sais pas, peut-être 20 ans que je suis Milan-San Remo. J'ai jamais vu une attaque de même dans la Cipressa. Puis là, les leaders sortent là, derrière, complètement désorganisés. Puis là, t'as les 3. Il y a Romain Grégoire. Romain Grégoire, c'est le seul outsider qui a réussi à s'accrocher. Puis là, quand Pogacar a remis une 3e attaque dans Cipressa, là, il a explosé. Ghana aussi. Ah non, mais c'était fou de voir ça. Puis ça reste, c'est la course, comme on dit, qui est la plus dure à gagner. Un sprint long, tu sais, oui, Van Der Poel est favori, mais on l'a vu se faire battre par Casper Asgreen sur un Tour des Flandres en 2018 ou 2020, je sais plus trop. Puis, tu sais, après 6h30... tout le monde est battable, après c'est le mou. Tu sais, à un moment donné, c'est qui a encore des jambes? C'est qui a encore des jambes quand Kiatowski a gagné devant Sagan en 2016? Tu sais, jamais qu'on l'aurait mis devant Sagan quand tu le vois gagner des sprints de peloton, mais après 300 kilos, là, c'est un autre game. Peter Sagan, c'est un gars qui n'a jamais gagné Milan-San Remo. Valverde aussi, des coureurs qui auraient pu gagner ça 4-5 fois. Ça montre à quel point c'est dur de gagner, même si tu as une bonne pointe de vitesse, même si tu es endurant. Puis Pogacar, Pogacar, il sur la liste. C'est probablement le seul monument que je gagnerai jamais. Il dit, même Paris-Roubaix, je pense que je peux le gagner. Parce que ça reste aux jambes plus que... Là, les difficultés sont pas assez grosses. Tu penses qu'il devrait pas faire Roubaix, je pense. Hein? Je pense que je t'ai entendu. Hey, je me souviens plus ce que j'ai dit, mais... t'as dit qu'il était passé lourd, je pense. Je pense pas. Je pense pas que je fais partie. Sérieux, je suis... Non. Moi, c'est le gars. Attends, il a gagné 2 Tours de France, 3 Tours de France, un Giro. S'il dit, hey, je vais essayer Roubaix, puis moi, je suis son manager, je serais comme, OK, au pire, on gagnera pas le Tour cette année si tu te blesses, mais comme, si tu sens que tu as une chance de gagner Roubaix, go for it. Là, la légende qui deviendrait, on n'a plus vu ça depuis Merckx. Tu me devances un peu, mais c'est un peu ça que je voulais dire, dans le sens que s'il veut le faire, il faudrait que son équipe, parce que ça semble être ça le problème, là, son équipe veut pas qu'il se blesse, puis il a l'air d'avoir des impacts commerciaux. Je veux dire, c'est un peu évident, mais il faudrait qu'il le fasse. Puis, tu sais, juste pour le show, puis parce qu'il veut le faire, puis d'habitude, c'est un gars qui va au bout de ses idées, là. Tu sais, quand il voulait faire le Tour des Flandres aussi, puis il a gagné depuis le premier coup, je vois ça un peu de la même façon, même si... Deuxième coup. Ouais, il s'était fait baiser, l'année, le premier Van Der Poel, puis là, avec Valentin Madouas, puis... puis les autres étaient revenus, puis il a fait 4e, puis il était fou, parce qu'il avait pas fait... Il dit, j'aurais dit, je suis pas diable. C'était drôle, ça. T'as raison. Puis, tu sais, quand il y avait des pavés, autour des Flandres, il a bien fait ça, puis quand il y avait des pavés autour de France aussi, tu voyais qu'il était à l'aise. Je sais que c'est comme une autre dimension, Paris-Roubaix. Mais moi, j'aimerais vraiment ça, voir ça, puis j'espère. Mais tantôt, j'ai écouté les entrevues d'après-course, puis il n'a pas confirmé encore. Il avait l'air fru, il avait l'air de dire « Je peux pas en parler ». Je pense que Pogacar devrait faire Paris-Roubaix et probablement le gagner. Mais je pense qu'il va le faire le jour qui est sûr qu'il peut le gagner. Ouais. Puis bon, c'est plate, on est d'accord, fait qu'on pourra pas faire de débat là-dessus. Mais bon, on verra, c'est dans pas long. Puis comment tu trouves sa tactique, toi? Comment t'as vu ça? On s'attendait tous qu'elle allait attaquer, mais c'est quand même incroyable. Moi, à chaque fois, je suis bluffé, tu sais, de voir, tu sais, d'exécuter, d'avoir un plan, puis l'exécuter, mais d'avoir les couilles d'être comme, j'attaque à 4 km du sommet, je rattaque une troisième. Puis tu sais, ça me revient en arrière, là, tout le monde le sait, là, Narvaez l'a launché, là, puis c'était 5, 4, 3, 2, 1, là, watch out, là. Tu sais, comment une vraie fusée, là. Moi, j'ai trouvé ça, c'est sûr qu'on commence à être habitué, ça devient de plus en plus prévisible, c'est-à-dire que c'est comme tu dis que t'attaques à telle place, puis tu t'attaques, tu vas effectivement t'attaques, ça prend des couilles, tout ça, puis ça reste surprenant, parce que tu dis que je pensais pas qu'elle allait le faire, mais là, on dirait que quand ça fait 2 ans que tu fais ça, c'est comme j'ai dit plus tôt, on s'attendait à ce qu'il attaque, puis finalement, c'est pas une surprise, fait que pour un gars comme Van Der Poel de se placer là, c'est comme, il savait que ça allait arriver, mais tu sais, ça reste, comment je trouve ça? Je pense qu'il a vraiment essayé d'y aller. Tu disais que l'année passée, d'aller dans le Poggio, puis c'est passé loin, puis effectivement, puis il a dit, je vais attaquer de plus loin. Puis il le fait. Puis il a vraiment, je pense qu'il a pas hésité, là, puis il a commencé à se retourner et à regarder. Fait, je pense que sa tactique était excellente, mais Van Der Poel était juste trop fort. Tu sais, c'est un des points où je m'en allais, là, avec ça, là. C'est que, juste avant de dire, tu sais, on passait en haut de la Cipressa, oui, c'était violent comme attaque, où il y a juste 3 gars qui ont suivi, mais la course était finie, dans le sens qu'il y avait 1 minute d'avance avec le groupe en arrière qui essayait
comprendre sur quelle planète il était, là. Ça n'a aucun sens. Ça n'a Ouais, aucun sens. Plus à télé, tu sais. D'après moi, les autres motos, le caméraman, ils se sont parqués quand on allait se prendre un espresso. Mais, fait que ça, c'était impressionnant aussi, parce que oui, il y a eu des attaques dans Cipressa dans le passé, puis c'était plus des équipiers, puis oui, ça revenait. Mais là, c'était comme, plus jamais des questions qui reviennent. Des fois, les commentateurs, ils disent, ils vont peut-être revenir. Ben, ah ouais, hein, peut-être, il disait, c'est comment, peut-être, qui vont revenir, tu sais. Comment il s'appelle, c'était le petit super-héros, là, de Visma, là, qui était chez Lotto avant, là, Ouais, Capenard, c'est en avant. S'il y en a un qui peut ramener, c'est Capenard. Hey, c'est les 3 meilleurs au monde qui tournent ensemble et qui se posent pas de questions. Là. Ouais, puis 7e meilleur au monde qui roule en arrière, ça marchera pas. Là. Ouais, c'est ça. Ben, moi, c'est Bandilier, s'il avait été encore là, ouais, peut-être. Ça aurait rentré. C'est ça. Mais, tu sais, c'est ça, Van Der Poel. Moi, je trouve que la tactique de Pogačar, c'était la meilleure, je pense, qu'il pouvait faire. Mais ça m'amène au sujet de Van Der Poel, à quel point il a été bon. T'sais, oui, c'est sûr, il s'est dû se lever avec des bonnes jambes, il était confiant, puis il a fait rouler son équipe d'un gars. Puis finalement, il a subi toutes les attaques de Pogačar. Tu voyais son haut du corps, tu voyais que ça tenait, puis il était en forme les semaines. Il restait assis. Souvent, Pogačar faisait l'attaque, puis il était capable de suivre en restant assis. Il a démontré un calme. Il a jamais eu l'air dans le trouble. C'est un athlète dans l'apogée de son art. Ça fait un bout qu'il l'est, là, mais on le voit des fois au Tour de France l'année passée, puis ça arrivait une autre fois aussi, tu vois qu'il est pas à son top. Mais tu sais, là, dernièrement, il a fait le Tirreno Adriaticato, deux podiums, tu vois qu'il était, il se sentait bien. Puis là, finalement, il y a même, la seule chose surprenante, finalement, non annoncée, c'est que Van Der Poel a attaqué Pogačar presque au sommet du Poggio, ça, c'est plus l'attaque traditionnelle qu'on voit dans toutes les années. Après là, 4 attaques, on a vu Pogačar réessayer, Van Der Poel est là. Puis là, à 800 mètres du sommet, c'est fou parce que Pogačar, il regarde Van Der Poel, il voit que Ganna est derrière, un peu à 7-8 secondes. Déjà ça, incroyable, Ganna, ce qu'il a fait. On en parlera après ça. Mais dans la tête, j'ai l'impression que dans la tête de Pogačar, c'était comme bon, on n'a pas réussi à se larguer. Généralement, c'était comme la côte est finie, puis là, Van Der Poel, il met sa cacahuète. C'était brillant. C'est fou. Pogačar, il était solide, là, il a quand même mis 2-3 vélos, là. Pogačar, je pense qu'il était vraiment pas prêt pour cette attaque-là. Ah non, puis il a fallu j'imagine qu'il se dise, il n'avait pas pensé à ça, peut-être, puis, il est revenu, mais, après ça, Van Der Poel, s'il avait basculé, s'il avait viré le coin, il avait descendu le Poggio avec ses skills de descendre, tout ça. Puis après ça, tu n'as plus besoin de regarder en arrière, tu fonces. Fait que ça aurait pu être décisif aussi, ça aurait été encore plus spectaculaire. Mais finalement, Pogačar est rentré. Puis là, Ganna, même, qui s'est fait larguer, tu sais, dans Cipressa, il aussi était largué, tu sais, il a réussi à rejoindre en haut. Puis là, dans le Poggio, Pogačar attaque. Ganna encore lâché, mais lâché comme à son train. C'est un peu comme Denis Medvedev dans les Tours de France. Vraiment comme Denis Medvedev. Ah, quelle belle allusion. Mais Ganna, mais c'est trop beau. C'est trop beau d'avoir fait ça, Ganna, parce que lui, il peut pas suivre. Il y a aucun punch. Pour ceux qui savent pas c'est qui, c'est un coureur de 82 kilos contre la montreur, plusieurs fois champion du monde de contre la montre. Et sur piste aussi, poursuite, ces choses-là. Puis ces coureurs-là, ils ont pas la giclette. Mais lui, il a un moteur, c'est comme c'est un V12, c'est un V20, Ganna. Un gros V12 avec pas de torque, là. C'est ça. Moins de torque que les il est pas capable de suivre cette attaque-là. Puis s'il essaye, ça va l'exploser. C'est que lui, il essaie de gérer, lisser son effort sans jamais les laisser prendre trop de champ. Puis vu qu'il est lourd, à chaque fois qu'il y avait des replats, que la pente était moins raide, ben là, lui, il essaye de pouvoir rentrer puis les rattraper. Puis c'est ça qu'il a réussi à faire. Il a réussi à gérer son écart tout le long de la course. Puis il a fini qu'il les a rattrapés à 800 mètres de la ligne. Ouais, un bon vieux diesel, comme on disait. Je sais pas si on dit encore ça. Dans un diesel à 600 watts, un diesel à 600 watts, c'est pas si pire. On parle plus des moteurs diesel, là, c'est mort. Mais, en tout cas, fait que Ganna, il est revenu... Comment t'as trouvé, toi, que Pogačar a voulu prendre le lead après 2 virages dans descente? Ben, en fait, je trouve que c'est une bonne façon de contrôler les risques, dans le sens, si tu bloques Van Der Poel d'une certaine façon, parce que
c'est peut-être un petit, Pogacar peut-être un peu moins, nous, on considère peut-être qu'il descend moins bien que Van Der Poel, puis lui, peut-être qu'il pense à la même chose, c'est qu'il se dit, si je garde Van Der Poel derrière, c'est sûr qu'il peut pas me lâcher dans le descente. Moi, c'est le même que je lis ça. C'est une belle, Ouais. ben oui, 100%, mais s'il avait été confiant, tu sais, quand même, le sprint descente qui est extrêmement raide, puis il y a beaucoup de moments qu'on peut pédaler quand même dans le Poggio, surtout vers la fin. Puis lui, il a jamais demandé de relais, il a pris le lead, il a fait toutes les relances. C'est clair qu'il contrôlerait le risque, mais tu te dis, OK, Van Der Poel, il est favori de loin sur moi pour le sprint final. Je vais gérer, je vais essayer de sauver de plus. Puis c'est sûr que Van Der Poel aurait roulé parce qu'il sait qu'il est le favori, c'est qu'il avait tout à assumer ça. Fait que Ouais, c'est sûr que ça tire du jus, là, mais c'est ça, c'est un peu le tempérament à Pogacar qui est pas tout le temps en train de calculer, c'est pour ça qu'on l'aime aussi, là, mais ben ouais, c'est sûr que c'était pas à lui de faire la descente, mais tu sais, inversement, s'il essaie de suivre Pogacar, s'il essaie de suivre Van Der Poel puis qu'il se plante comme il a fait Strade Bianchi, tu sais, c'est pas mieux. Fait que, ouais, je sais pas, mais ouais, en effet. Non, t'as raison, bonne analyse. Mais il a quand même laissé Van Der Poel starter le sprint. Tu sais, ça, c'était bien joué. Ben, je veux dire, avant que le sprint starte, quand Ghana est rentré. Moi, je pense pas. Je pense que Van Der Poel, il l'a surpris de se faire surprendre, d'essayer de le surprendre. Ce qu'on a vu. Non, mais je parle là avant ça. Quand, tu sais, Ghana est rentré, puis là, il était les trois. Puis là, ils ont comme viré un peu, là, puis il y a comme des virages, puis là, Van Der Poel était comme pogné en avant, tu sais, avec essayer de les mettre d'un bord de la barrière pour juste avoir, tu sais, une tactique de sprint pour ceux qui connaissent moins ça. Là, si tu colles un côté de la route, ben t'as rien qu'à checker du côté que t'es pour voir ce qui se passe. Mais là, finalement, tout ça c'est décousu. Puis là, en effet, là, Pogacar s'est laissé décaler à l'arrière pour essayer de faire le slingshot. Prendre un élan ou un slingshot, puis les surprendre, puis que ça crée un petit écart, puis que personne puisse revenir, surtout avec la fatigue de tout le monde. Mais là, tu sais ce que tu disais. Ça n'a pas marché pas tout. Ben, en Van Der Poel le fait son dernier acte. C'est ça, pile quand Pogacar il commence à accélérer, t'as Van Der Poel qui se revire puis qui lance en même temps. Ouais, puis il y a 3 bagues d'avance. C'est ça, il y avait 3 bagues d'avance et Pogacar a complètement raté son slingshot. Puis tout le monde avait en tête, faut que je fasse un long sprint. Fait que Vando en plus, comme Pogacar disait, c'était Vando 300 mètres, c'est vite plié là, à 60 km/h et plus. Fait que, mais de toute façon, c'était indétrônable. Van Der Poel a fait un sprint. Ils ont resté un en arrière de l'autre avec un vélo. Il y a Ghana qui a peut-être repris une demi-roue sur le sprint. Ouais. Mais sinon, ça avait l'air fini. Je trouvais qu'il était, ben, tu sais, je veux dire, c'est un peu comprenable, mais, tu sais, Ghana, moi, je l'ai déjà vu sprinter dans des courses qu'il a bien sprinté quand même si c'est pas un sprinter, puis qu'il avait décidé de faire le sprint, puis qu'il a fait top 3 ou même peut-être gagné, puis t'sais, il était comme bien posé, bien droit, comme sur la piste, là, tu sais. Mais là, tu voyais. Mais la chasse, qui poigné les épaules. Ouais, c'est ça. En entrevue, ces deux-là m'ont enlevé plusieurs années de vie aujourd'hui. Ouais. Je pense, ouais. Non, c'était vraiment, j'espère que tout le monde a aimé la course autant que nous. C'était incroyable. Moi, c'est le plus beau. Avant, à Milan-San Remo, tu l'ouvres au pied du Poggio. Peut-être la Cipressa, là. Mais encore là, aujourd'hui, moi, j'aime ça checker l'avant. Justement, tu vois l'intensité quand tu comprends. Tu vois les trains. Mais j'avais hâte c'était le fun de voir cette attaque-là de loin. Puis tout le monde, tu peux pas avoir un plus beau show, je pense, que regarder les 3 favoris s'attaquer sans savoir ce qui va se passer d'aussi loin, là. Ouais, puis c'est ce que j'ai aimé, oui, c'était les plus forts, etc. Puis c'est les favoris, puis ils ont assumé, mais c'est des gars qui regardent pas en arrière, tu sais. Même, tu parles, envie de parler du sprint final, là, du dernier move, là. Tu sais, je pense que c'est un peu ça que Sagan il avait fait comme erreur il y a une couple d'années, là. Tu sais, qu'il voulait y aller, il est pas allé. Puis, tu sais, Van Der Poel, quand il a vu que Pogacar faisait son petit jeu, là, il a pas fait genre, j'attends qu'il se passe de quoi, ou que Pogacar décolle vraiment, il a fait, le petit maudit, il veut se slingshotter de loin. Je décolle tout de suite. C'est comme pas d'hésitation. C'est totalement frais. Mais c'est fou. C'est incroyable. Mais c'est fou. Toutes ces courses-là, tu sais, là, oui, Van Der Poel, ces 3-là, mais genre, il y a tellement de fronts. Partout, en ce moment, les courses sont excitantes. Les coureurs, ils font, justement, ça l'hésite pas. Ils sont forts. Il y a pas, on dirait qu'ils calculent pas. Alors, toi, comment tu vois ça, toi, que t'as été dans ce peloton-là? Quand tu subis ça un peu, là. Mais moi, je l'ai déjà dit, sérieusement, je suis content de plus être là. Tu
sais, non, mais les équipiers comme moi, maintenant, là, j'ouvre la télé, des fois, il reste 70, 80, 100 kilomètres. Il y a 30 gars dans le peloton. Voyons, Chris. Les courses aujourd'hui, ils se découpent tellement tôt. Les Pogacar, tu sais, Pogacar, championnat du monde à 100 km de la ligne, il a lancé son attaque, puis la course était finie. Tu sais, c'est pour un équipier que lui fait la job depuis les premiers kilomètres. Quand t'as les Pogacar qui attaquent, qui restent 100, 120, 90 km, je finirai plus une course. Où tu finis, t'es dans le groupe Eto, il reste 3 heures de course, 2 heures de course. Hey, c'est plate. Ben, même pour ben des leaders, hein, c'est rendu ça aussi, finalement. Et là, il y a plein de leaders qui choisissent le calendrier où ce que Pogacar sera pas. Sinon, mais c'est difficile, des équipes. Il y a beaucoup d'équipes aujourd'hui. Il y a comme plusieurs phénomènes en ce moment. Tu sais, t'as Evenepoel, t'as le Van Aert. Van Aert, il est un peu plus difficile depuis un an, mais quand même. Van der Poel, Vingegaard dans les montées. Il y a tellement de coureurs qui sont comme tellement forts. Ces gars-là ramassent quasiment toutes les pâtes de gâteau. Puis... Tu sais, mettons un David Gaudu ou des Jack Haig, des coureurs un peu comme, que c'est des super de bons gars, super de gars forts. Là, c'est comme, mais non, en fait, je peux même pas rivaliser. Ouais, tu sais plus le garrocher, là, un peu, là. Mais ouais, c'est un peu le contre-coup de cette époque-là qui est comme extraordinaire parce qu'il y a des courses de fou, mais pour je pense dans le milieu du vélo, ça doit être tough à gérer pour bien du monde. Mais c'est sûr que moi, pour moi comme spectateur, c'est génial. Ben tu sais, ça fait quand même une couple d'années que c'est comme ça, mais ça a beaucoup changé, là, tu sais. C'est ça. Mais c'était tout était trop contrôlé. Même tu sais, les années Sky, là, qui est devenu l'équipe Ineos par après, là, pour ceux qui sont plus nouveaux, là. C'était très très contrôlé, puis c'était la tactique des années 2000 aussi. C'était cadenassé. Mais là, c'est beau parce que ça a été tellement, tu sais, Sky ont tellement été réprimandés pendant plusieurs que si tu tuais le vélo, puis c'était tellement calculé, puis c'était tous des robots. Ça a marché. Mais là, aujourd'hui, ils sont plus là, puis ils essayent, tu regardes ce qu'ils ont fait. J'écoutais un entrevue de Wiggins. Et comme il n'y a pas si, après Paris-Nice, qui ont réussi à finir une 3e place avec une victoire d'étape le dernier jour. Il disait, attends, là, tout le monde était content de ça. Ouais. Il n'aurait pas été content. Il y a moins de 10 ans, nous, l'objectif, c'était de gagner les 3 grands tours. Là, on est content d'une victoire d'étape sur Paris-Nice. Tu sais, c'est que l'équipe est en restructuration, puis c'est ça qui est intéressant de voir, tu sais, même Visma, là, tu sais, c'est dur de rester au top. Il y a eu des années, c'était Sky, les classiques Quick Step, indétrônables pendant 5, 6, 7, 8, 10 ans. Puis là, à un moment donné, le Visma est arrivé. Le Visma a détruit tout le monde avec Roglic, Vingegaard, Van Aert, puis là, c'est UAE qui sont rendus une force. C'est difficile, parce qu'il y a tout le temps du monde qui essaie de trouver une nouvelle combinaison, une nouvelle façon de faire. Puis ça rend le show intéressant, en tout cas, puis les équipes se cassent la tête. Je pense à FDJ en ce moment, là, l'autre fois, mon cœur va toujours être pour eux, là, mais après, à la fin de Tirreno, j'étais allé voir les résultats, je dis, l'équipe ont-ils abandonné comme à la première étape, je les ai pas vus. J'ai pas vu un coureur une seule fois. Tu sais, c'est des bons gars, puis c'est mes amis, mais il y a des, tu sais, quand t'es à la tête d'une équipe comme ça, c'est comme, OK, là, comment qu'on fait? C'est quoi nos tactiques? C'est quoi notre vision? Comment qu'on réussit à rivaliser contre ces gars-là? Il y a l'histoire du budget aussi, comme dans F1. T'es un fan de la F1. À un moment donné, si t'as 50 millions de moins que l'autre équipe, c'est Antoine Duchesne qui est ton capitaine de route versus un ancien champion du monde contre la montre. C'est ça qui arrive. Non, exact. Puis, tu sais, les plafonds budgétaires, tu sais, mettons, dans les sports nord-américains, c'est plus des plafonds salariaux, parce que la dépense, c'est les joueurs, là, mais dans le vélo aussi, ça serait plus ça, en fait, là. Mais il y a quand même beaucoup d'équipements. Mais tout ça pour dire, ça a l'air de... Je pense que ça se discute aussi un peu, puis ça va peut-être prendre un peu de temps, mais ça va finir comme ça. C'est-à-dire qu'il va peut-être avoir une limite de ce que tu peux dépenser pour tes coureurs, pour tes autobus, ton équipement, je sais pas, mais... à définir, parce que tu parlais de la F1, mais ça marche ça en F1. Là. Je veux dire, c'est pas parfait, puis il faut qu'il y ait du monde meilleur que d'autres aussi. Mais ça a rapproché le plateau, puis c'est rendu que pour te qualifier 5e au lieu de 15e, c'est que certaines fins de semaine, c'est comme en fin de semaine, c'est un 10e, c'est débile.
Fait que ça met le pilote au centre de tout ça. Puis je pense qu'en vélo, si UAE pouvait plus signer des Tim Wellens puis tous les jeunes Isaac Del Toro puissance montante. Mais quand tu regardes la masse salariale au départ du tour de UAE versus, mettons, FDJ ou Arkea, où c'est des équipes un peu... C'est pas le même top 10, top 15. Je sais qu'FDJ, ça roule autour d'un 25 millions, puis eux, c'est 70, 80, 90 millions. Ah, ça finit jamais. C'est comme une course à l'armement. Il me semble que dans les années, c'est des souvenirs lointains, là, puis c'est pas full vérifié, mais il me semble que quand on a commencé à avoir le vélo à télé, les années 2000, mettons US Postal, puis Quick-Step, ces grosses équipes-là, ça roulait du 15-20 millions d'euros. Puis là, t'avais, c'est ça, Française des Jeux qui roulaient à 5 millions, 8 millions d'euros. Puis là, tu me dis que FDJ, il l'avait vu un peu, là, mais FDJ rendu à 25 millions, c'est pas mal plus d'argent que US Postal il y a 20 ans, mais c'est pas assez. Fait que ça finit jamais. Fait que tu mets la ligne où? Ah, parce que maintenant, les coureurs, tu sais, Lenny Martinez, qui était, tu sais, l'équipe, ils réussissent à bien recruter. Ils avaient été chercher une pépite dans leur équipe école. Ils avaient donné un des plus gros salaires de Néo. Il est parti avec Bahreïn, c'est ça. Il est parti avec Bahreïn pour 2,5 millions. Puis il gagne, là. FDJ, c'est comme, attends, c'est 4 fois plus que ce qu'on peut te proposer. Ouais. Ça fait qu'à un moment donné, tu peux pas battre, on peut le comprendre de partir. C'est juste, tu peux plus rivaliser, tu peux pas rivaliser contre ces grosses forces-là. Non, pis tu sais, des choses comme ça peut arriver dans tous les domaines dans le marché du travail, mais d'habitude, quand tu gagnes 4 fois plus cher à une autre place, c'est dans un autre domaine, ou en tout cas, pas dans la même ville. Mais là, c'est dans la même ligue, là, c'est tout le World Tour, fait que il va falloir que quelqu'un apporte ces sujets-là à un moment donné. Puis après ça, quand tu parlais de F1 tantôt, quand ils l'ont fait au baseball ou au hockey, je pense il y a eu beaucoup de résistance des puissants pendant une couple d'années. Fait que ça serait mieux de commencer à en parler de suite, là, s'ils veulent que ça se fasse un jour. Parce que sinon, après, les vont dire non, puis ils vont avoir de l'influence, tu sais. Mais ça va tuer ces équipes-là. À un moment donné, ils vont devenir, tu sais, à chaque fois. Tu sais, l'an dernier, les 3 pépites que FDJ avait, ils se sont fait, l'équipe voulait bâtir de quoi sur eux, ils se sont fait offrir 3 fois plus ailleurs. T'as pas le budget, tu peux pas. Fait que... C'est ça, tu parlais de Kepenars tantôt, lui, c'était le seul coureur de l'auto qui marchait, puis il a rendu avec Vissima, tu sais. Fait que voilà, l'auto, plus de coureur non plus. Ils sont encore là, l'auto? Leur meilleur pépite s'est blessé il y a pas longtemps. Là. Comment il s'appelle, le petit jeune Van Giel? Non, Van Giel, ils l'ont signé. Van Giel, c'était leur autre pépite qui a été signé chez Red Bull. Ah oui, ok. Moi, j'ai pas tout suivi les transferts. Mais c'est ça. Puis Red Bull, Boras, c'est une autre équipe qui est en puissance, là, tu sais. T'amènes un nouveau propriétaire comme ça, puis tu sais, Red Bull, c'est dans tous les sports qu'ils sont capables de faire, puis tu sais, regarde ce qu'ils ont fait en même pas un an, là, ils ont pris possession de l'équipe au mois de mai, je pense, l'année passée, là. Tu le vois déjà, là, ils ramassent des coureurs, puis tu les vois plus, là. Ils revirent la patente un peu. Ouais. Mais, je pense qu'on a fait le tour sur notre classique. Ouais. La prochaine, on va sûrement te réinviter. C'était très fun de jaser avec toi. Ah, ça ferait plaisir, écoute, moi, ça me remet dedans aussi, là. Ouais, tu sais, on parle de Milan Sanremo, que c'est le premier monument, mais c'est aussi là un peu que t'allumes ta TV, ou en tout cas, en tout cas, moi, j'ai su les highlights des courses, mais tu sais, c'est genre, c'est la première course que t'écoutes live, si t'as le temps, puis c'est ça, chaque week-end, la semaine prochaine, c'est E3, Garway-Velgem, la semaine d'après, c'est le Tour des Flandres, après ça, c'est Paris-Roubaix, puis après ça, les Ardennaises. Donc là, il y a des grosses courses à chaque fin de semaine qui commencent, ça fait que... Là, on va checker dehors s'il y a encore, si on peut rouler dehors, là. Puis ça roule-tu, par chez vous? Ah non, nous, il y a de la neige. J'ai vu Alexis Cartier aujourd'hui passé. Moi, j'étais dans un petit barbecue dans un restaurant pas trop loin, puis j'ai vu Alexis Cartier passer en bicycle tout seul. J'ai envoyé la main, mais il m'a pas vu. On te salue, Alexis. Bon, Jack. Lâche pas. Ouais, en tout cas, ça va quand il y a ça aussi, tu sais, ça commence les courses. Ouais, ça a un goût de sortir. Moi, je pars bientôt en Arizona pour mon camp. Du 5 au 12 avril, on va aller rouler à Tucson. Puis ça va faire du bien. J'ai bien hâte d'aller faire un tour au soleil. Good. Tu penseras à moi je vais être ici dans mon bureau.
C'est bon. Hey, salut, merci encore. C'était vraiment le fun. Bonne journée. Merci, bye.